Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Stade Rennais, match nul un partout. Des bonnes choses, des moins bonnes, on va parler de tout ça, mais on va commencer avant de parler du match, de la présentation d'Eli Wahi qui signe chez nous un contrat de 5 ans pour 30 millions d'euros avec des bonus de 5 millions difficilement atteignables apparemment et des droits à hauteur de 12,5% pour Montpellier. C'est un super coup, hein. Clairement, c'est un attaquant dont certains comme moi rêvaient secrètement de faire, mais qu'on jugeait complètement impossible à l'instant T. Clairement, je pense que le club a fini par comprendre qu'il fallait lâcher les roustons et clairement ils l'ont fait. Bravo au président Nicolin de Montpellier d'avoir donné la priorité à un club français, il l'a clairement dit en interview. Il en voulait 30 millions, Francfort qui était la priorité au départ du joueur n'a jamais pu poser les 30 millions parce que Randal Colomwani tardait à partir et puis il y avait des propositions à plus de 45 millions de Chelsea et West Ham mais apparemment il voulait rester plutôt en France, voire l'Allemagne et pas aller tout de suite en première ligue. En tout cas, c'est un super coup. C'est un message envoyé à la concurrence, même si on patauge au niveau point, mais ça on y reviendra, mais malheureusement 109 c'est un peu compliqué. Et puis voilà, Francaise a pris son téléphone, il a su convaincre un jeune qui est encore en phase de construction, mais qui est hyper talentueux, 19 buts, 32 buts depuis qu'il est professionnel. C'est le meilleur buteur né au 21e siècle dans les 5 ou 6 grands championnats. C'est pas anodin, quoi. C'est le futur de l'équipe de France, même s'il a des origines ivoiriennes. C'est un joueur, un espoir qui va sûrement jouer les Jeux Olympiques et qui va intégrer, je pense, l'équipe de France s'il continue à performer comme ça. C'est un joueur ultra rapide, il a chronométré à plus de 30 km/h, mais je suis assez étonné. Je le voyais pas aussi rapide, mais il fait partie du top 5 des joueurs les plus rapides de Ligue 1. C'est un excellent dribbleur, un bon passeur et un très bon finisseur. Clairement, c'est une super recrue. Ça arrive tard dans le début du championnat, mais enfin, faut mieux tard que jamais. Et voilà, le stress de la recrue du 9 est passé. On va pouvoir avancer maintenant et on reparlera mercato à la fin de la vidéo, mais c'est une super nouvelle et la vidéo de présentation elle était géniale avec l'appel de Seco là en mode Yo mon club. Clairement, il est cité en actionnaire du club, donc c'est génial et voilà, c'était beaucoup d'émotions. Et puis la présentation était vraiment nickel, le gamin a dû en prendre plein les yeux. On sent hein, qu'il a du vécu, alors je parle pas que footballistique, c'est pas... Voilà, il est vachement introverti, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie avec le décès tôt de son père. Il a eu quelques soucis à Caen. Après, bon, bah voilà, il faut connaître le background parce que Molina, il balance toujours des infos crado, mais c'est souvent 50 à 60% de la vérité. Donc voilà, moi je vais pas juger un gars pour ses fautes. Moi je le juge pour ce qu'il fait aujourd'hui à Montpellier, à part une histoire de violence ou je sais pas quoi. Voilà, bon après, comme tous les jeunes de centre de formation, ils sont déracinés très tôt de leur famille. Il y a des carences éducatives, hein, ça c'est le problème des centres de formation qu'ils essayent de gommer, mais il y a quelques manques quoi. Mais voilà, il est entouré de sa mère et de sa sœur qui l'accompagnent. On va voir, mais pour moi c'est une super recrue, c'est une plus-value monstrueuse à l'équipe. Ça change beaucoup la dimension du club, ne serait-ce que par le prix du transfert, mais aussi par la qualité du joueur acheté. Donc c'est génial. C'est génial. On va commencer par le 11 de départ, avec le quatuor divin derrière. Samba, Danso, Medina et Gradit. À droite, Frankowski, à gauche, Dave Machado. Au milieu de terrain, la doublette Andy Diouf, Salis Abdoul Samed. Fujini et Thomasson en soutien de l'attaquant qui est Sotoka. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11? C'est pour moi à l'instant T le 11 titulaire, hormis Sotoka bien sûr qui sera remplacé par Wahi. Je dis titulaire à l'instant T parce que le mercato est pas terminé, qu'il peut y avoir des arrivées qui peuvent changer la donne au niveau du 11 de départ, mais pour moi là c'est le 11 titulaire, clair, classique. Plaisant d'ailleurs. Moi j'aime bien. Et puis après, surtout quand en neuf, c'est du bricolage, hein, clairement. On l'a vu encore une fois, c'est compliqué, mais bon, hein, t'as pas d'attaquant, hein, c'est la life, c'est comme ça. Donc on va commencer par les notes.
Alors, bien sûr, je mets 9 à l'ambiance. Moi, j'ai trouvé qu'elle était excellente. Un peu de tension, mais la présentation, les halls là du stade, Eli Wahi scandé, c'était génial. Moi, j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt bonne. Après, ben, on vit le match, hein, c'est pas évident. Il y avait beaucoup de tension, on avait peur de perdre. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de chants. Après, le problème, moi, je trouve, hein, c'est les chants sont très redondants, quoi. On a abandonné plein de chants qui étaient des chants faciles à chanter pour tout le stade, pour aller dans du lyrics, dans du construit. Moi, je trouve que c'est vachement chiant. Et je le dis à plusieurs reprises, il faut vraiment reprendre des chants entraînants, simples. On n'est pas là pour faire The Voice, on est là pour chanter des trucs qui donnent envie de s'enjailler. Et je trouve que bah, ça manque quand même. Ça manque par rapport aux chants des années 2000-90 qui étaient vraiment tout simples. Alors après, on va dire c'est un peu con-conf ou aller chercher des trucs. Mais bon, à un moment donné, il faut arrêter de s'y croire. Et puis, le stade, il a envie de s'enjailler, quoi. Donc, les paroles à texte hein, de Brel ou de Brassens, c'est bon, quoi. Enfin, voilà. Et surtout que c'est dur à chanter en plus. Donc, voilà. Aller, c'est largement plus facile. Et t'emportes tout le stade avec ça. Mais sinon, excellente ambiance. Moi, j'ai kiffé pour une première. Ensuite, on va commencer par la notation des joueurs. J'ai mis la note de 8 à Brice Samba, bien sûr. Bien sûr que je mets 8. Il a fait un très bon match, il a été très bon à la relance. Toutes ses relances au pied ont été très astucieuses. Les prises en le bal à la main ont été très bonnes. Il a servi souvent de quatrième relanceur avec le talent qu'est le sien. Il a été décisif en fin de match parce que c'était clairement le braco de Rennes. Et vu ce qui est rentré sur le terrain, c'était un peu chaud. Mais sincèrement, très bon match, quoi. C'est pour moi un gardien international, de niveau international, et qui sera très difficile de conserver au mercato prochain, parce que franchement, il va y avoir du monde au balcon, c'est clair. Vu les prestations de ce joueur, ça va être très très compliqué quand même. Ça va être très très compliqué. Danso, bah, j'ai mis la note de 8 également. Moi je trouve que son match est très solide, très intelligent. Les projections balle au pied étaient pas mal, les relances étaient très bonnes. Il a pris pas mal de ballons de la tête. Je l'ai trouvé beaucoup plus rassurant que face à Brest. C'est du très bon Danso et franchement c'est très intéressant. J'ai mis la note de 7 à Grady, il fait un bon match. Alors après il se projette beaucoup moins que Danso et Medina sur ce match. Mais j'attends de voir face à des équipes beaucoup plus abordables. J'ai envie de revoir la perceuse hein, qui a porté beaucoup. Il a pas mal combiné quand même avec Frankowski, se projetant sans le ballon, je veux dire. Parce que là, la perceuse, je parle avec ballon au pied, où il a été plutôt sécure. Mais en tout cas, il fait un match de très bonne facture. Et voilà, c'est pas une mauvaise note. Hein, c'est un bon match, donc c'est bien. J'ai mis 8 à Medina qui fait un très bon match. Lui, il s'est projeté ballon au pied. Il a réclamé plein de fois de ballon. Il a une qualité de passe, une qualité de vista incroyable. Il permet de soulager Diouf parce qu'il permet à Diouf de se projeter sans le ballon. Franchement, c'était très très bien. Enfin voilà, la cellule de recrutement, elle va devoir bosser un max. Parce que remplacer un élément comme lui, ça va être compliqué. Mais je pense que c'est déjà le travail de Thiel de prévoir ça. Alors, je vais pas faire ma Cassandre ni mon Nostradamus du dimanche matin, mais je pense que la saison prochaine, on va être vraiment dans une saison de changement, de fin de cycle, de rupture un petit peu, où on aura beaucoup plus de départs. Moi, je pense que sincèrement, ça va être ça, parce qu'on aura très peu de chances d'être en Ligue des Champions. Si on y est, c'est un miracle, et tant mieux, mais je pense qu'on sera européen, c'est possible, mais on ne sera pas en Ligue des Champions. Il y a trop de concurrence, il y a trop de groupes hyper étoffés, et je pense que ces joueurs-là vont partir en Ligue des Champions, vont partir dans un club qui joue la Ligue des Champions, que ce soit Danso ou Frankowski, parce qu'ils ont prolongé et qu'ils ont donc un bon de sortie. Medina, parce que de toute façon, ils vont aller le chercher, c'est sûr. Et Brice Samba, ça va être très très compliqué de le garder, à moins qu'il s'inscrive sur la durée chez nous, parce qu'il se sent bien, mais... voilà, j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas un club qui va sortir 30-40 millions d'euros sur Brice Samba. C'est pas possible autrement, quoi. Je pense pas que ça soit possible de garder ces gens-là. Il y aura plus de départ, c'est sûr et certain. Voilà, après je vais pas plus loin là-dessus, mais c'est pour dire que le profil de Medina va être compliqué à
à garder, à trouver, à pister, mais voilà. Mais je ferai une vidéo sur les défenseurs. Je pense cet hiver, là, c'est fini, je fais plus de vidéos scouting parce qu'on va lancer le championnat, puis il va y en avoir assez des matchs, donc il y aura du boulot. Mais j'en ferai une à l'hiver. On verra un petit peu. Voilà, j'aurai le temps de gratter le truc et puis de voir un petit peu qui le club regarde un petit peu. Mais voilà, on fera ça cet hiver. Parce que je pense qu'il y aura peut-être une recrue défenseur central là maintenant, mais c'est même pas sûr. Enfin, on verra, on reparlera du mercato à la fin de la vidéo, mais voilà, c'est des profils qui vont être difficiles à remplacer, mais on a confiance à Grégory Thiel et à l'ensemble de la direction pour faire les choses bien. Voilà. J'ai mis la note de 4 à Frankowski. Bah, moi je trouve ça insuffisant, hein. On est encore sur les bases de Brest où offensivement c'est extrêmement faible. Les centres ont été très 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 mal gérés. Ça souffre de la comparaison avec son prédécesseur. Je suis désolé. Même s'il est parti, ça reste quand même la référence en piston droit chez nous. Et je trouve qu'au niveau de la qualité des centres, Frankowski est bien en dessous de Jonathan Klaus. Et le problème, c'est qu'il a des stats, Frankowski. Mais le souci de Frankowski, c'est que ses stats sont assez irrégulières sur la saison. Et là, il est parti sur un mauvais mood. Mais bon, ça reste un excellent piston, l'un des meilleurs de Ligue 1. Donc voilà, mais moi j'attends plus de ce joueur-là, clairement, parce que il peut faire mieux et j'ai trouvé que c'était quand même assez faible. Alors par contre, c'était pas assez faible de l'autre côté, hein. J'ai mis la note de 8 à Machado, il est impressionnant depuis la prépa et la fin de la saison dernière. Il a été énorme, le but est magnifique. Il a posé un très grand nombre de problèmes à Rennes, ce qui a permis à un moment donné de reprendre un peu l'ascendant en envahissant la partie de terrain rennaise. Il est bon dans les centres, il est bon dans les dribbles, il est bon dans les projections, il est bon dans la demande de ballon, dans les combinaisons. C'est vraiment, vraiment très, très impressionnant. C'est le meilleur piston de Ligue 1 et tu l'as acheté à 1,8 million d'euros, quoi. Il en vaut 10 fois plus aujourd'hui. Clairement, il vaut plus de 10 millions d'euros. C'est exceptionnel. Moi, je suis monté dans le train directement de ce joueur-là parce que je kiffais. Je suis super heureux qu'il l'ait pris à Toulouse. Et clairement, c'est un titulaire indiscutable de l'équipe. Il va falloir qu'il lui trouve un petit remplaçant. C'est pareil, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est une des meilleures notes du match. Une moins bonne note, clairement, une moins bonne note, c'est Salis Abdoul Samed, j'ai mis 4, parce qu'il y a quand même du mieux, il fait une première mi-temps plutôt intéressante, même si je trouve qu'il prend trop de risques ballon au pied et que c'est pas... faut pas qu'il fasse ça, et en deuxième, bah, il le paye cher parce qu'il joue à la baballe, il joue au dribble et il se fait baiser par Kalimundo. Derrière il provoque le penalty et puis après il disparaît du match, hein, clairement. C'est voilà, même s'il reste sur le terrain, je trouve ça limite, mais voilà, il disparaît, quoi. Il disparaît et le penalty il est indiscutable parce que je pense que Brizard qui a fait un très bon non, c'est Millau, pardon. Millau qui a fait un très bon match, je trouve. D'ailleurs, Millau, voilà, je mets la note de 8. Il a fait un très bon match, l'arbitre. Moi, je trouve que sa sanction, elle est juste parce qu'il perd le ballon en faisant n'importe quoi. Il veut rattraper le coup de manière maladroite et il finit par faire faute. Pour moi, c'est penalty. C'est logique. Même si le contact, il est peut-être léger, il doit pas tacler comme ça, comme un gougouille. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça fait déjà 2 penalties provoqués en 2 matchs. Des prestations qui sont en deçà de ce qu'il nous a montré la saison dernière. Il va falloir qu'il se réveille parce que derrière, il y a une concurrence qui s'appelle Spearings. Et je suis pas loin de penser que Spearings peut largement prendre sa place. Maintenant, avec ce qu'a montré Diouf, d'ailleurs, Diouf, j'ai mis la note de 8, hein, il fait un très bon match, il a été impressionnant. Balle au pied dans ses dribbles, dans ses tentatives. Lui, dès qu'il va débloquer le compteur, il va faire très mal parce qu'il faut qu'il améliore son dernier geste dans la prise de décision et dans l'efficacité de son dernier geste, que ça soit la frappe ou la passe. Mais clairement, il est impressionnant. Et là, j'ai vu de la puissance parce que c'est clair qu'il est hyper élégant balle au pied, plus que Seko qui était assez hyper puissant, hyper tonique. Mais là, il y avait une sensation de puissance, il est en train de monter, il a été impressionnant. Enfin, franchement, voilà. Mais à côté de lui, il faut un Deschamps, quoi. Pour ceux qui ont connu Deschamps. Il faut un milieu de terrain sans gris-gris qui est là pour donner les ballons. Et pas un Abdoul Samed qui essaye de jouer à la baballe et de faire des dribbles et des différences. Il n'est pas là pour ça, Abdoul Samed. C'est pour ça que limite, je lui préfère Spearing. Parce que Spearings, au moins, il est plutôt dans un registre où il donne les ballons.
et où il les récupère. C'est un meilleur récupérateur d'Europe. Mais clairement, enfin voilà quoi. Faut qu'Abdoul Samed il arrête d'aller dans ce mood-là de récupérateur dribbleur. C'est pas ce qu'on attend de Abdoul Samed. Mais en tout cas, Diouf, c'est impressionnant. Alors, en aparté, je sais qu'il a été convoqué par l'équipe du Sénégal. Sincèrement, avec la CAN, j'espère qu'il va pas faire ça. Je pense que ça a été pris en compte par le club. Ils ont sûrement dû discuter avec lui. Il y a quand même les Jeux Olympiques. Il a la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques avec Thierry Henry, qui va sûrement être le nouveau sélectionneur. Enfin voilà, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse parce qu'il a largement sa place en équipe de France aussi parce que ça se bataille derrière au niveau des milieux de terrain. N'Golo Kanté il est parti là-bas au Qatar, donc il va sûrement très peu jouer en équipe de France parce que j'ai du mal à croire que Didier Deschamps prenne N'Golo Kanté alors qu'il est dans un championnat mineur et qu'il va sûrement perdre en niveau. Mais enfin voilà, moi je pense qu'Andy Diouf il a une carte à jouer en équipe de France s'il continue de performer comme ça. Parce que c'est clairement du Seko Fofana très puissant. Et ça peut plaire à Didier Deschamps d'avoir un milieu capable de faire ce type de perforation. Donc voilà, à suivre. En tout cas, moi je pense qu'il faut vraiment qu'il garde l'esprit d'aller en équipe de France parce que la CAN, si on perd lui, on est mort. Hein. Clairement, ça va être très compliqué. De le changer parce que là t'as plus ton perforateur à la séco, c'est plus le même type de jeu, donc je pense que ça a été vu avec le joueur, hein. Enfin j'espère. Alors au-dessus en soutien j'ai mis la note de 5 à Thomasson, match moyen. J'attends plus de Thomasson, je suis un peu déçu, j'aimerais bien revoir le Thomasson de la demi-saison dernière qui a été décisif pour la deuxième place. Là j'ai trouvé que depuis la préparation c'est pas tip top, c'est moyen, même s'il se bat, il a encore fait une semelle qui aurait mérité un jaune, attention quand même, je trouve qu'il est assez nerveux, est-ce qu'il n'est pas en forme et que ça le perturbe, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai été assez déçu de sa presta. Après c'est un peu plus au-dessus qu'un Salis Abdoul Samed qui a encore merdé, mais... j'attends plus de Thomasson, clairement. Un joueur qui, lui, par contre, a fait des choses intéressantes et qui est plutôt rassurant, c'est l'ami Fulgini. Je mets la note de 6, le match est correct, c'est pas non plus hyper flamboyant, mais encore une fois, il a été décisif sur corner. Le coup franc qui tire, il est vachement dangereux. Moi, je trouve que c'est un peu le métronome de l'équipe derrière Andy Diouf. Enfin, il est devant sur le terrain, mais en termes de métronome, il est quand même... derrière Andy Diouf, mais il aide quand même à temporiser les choses, il provoque pas mal de fautes. Maintenant, au niveau de la réalisation, il va falloir qu'il refasse le déclic, parce que c'est un sacré frappeur, un sacré buteur. Mais bon, en tout cas, c'est correct, c'est pas, ça me plaît bien. Moi, je trouve qu'il faut qu'il dégère cette prépa entière, parce que c'est pas évident pour lui. La saison dernière, il a quasi pas joué à Mayence, il avait pas une grosse prépa dans les pattes. Donc, faut qu'il digère, mais en tout cas, c'est très prometteur et ça me plaît beaucoup. Qui est pas prometteur, c'est Pereira da Costa en remplaçant. Ah merde, j'allais oublier, je suis con. On y reviendra après, mais du coup vous allez spoiler la note, mais c'est pas grave. C'est rien, c'est le lundi matin. 4 à Sotoka, bah ouais, bah c'est insuffisant, clairement. Il fait une belle tête sur le coup franc de Andy Diouf, d'ailleurs, qui tire très bien les coups francs, je trouve, c'est très intéressant. Mais clairement, c'est pas possible, quoi. En 9, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'il a basculé derrière l'attaquant et c'était pas possible non plus, quoi. Moi, je pense qu'il a atteint une certaine forme de limite, Sotoka. Voilà. Moi, je dis qu'il devrait plus être titulaire, que ça devrait être Thomasson titulaire. Parce que je pense qu'il a du potentiel. C'est un excellent. Je pense qu'au vu de l'effectif, c'est une excellente rota. Mais clairement, l'impression qu'on fait un peu le tour de Florian Sotoka et que on est plus dans le Sotoka de son trou là, qu'il a connu de novembre jusqu'à mars, que le Sotoka du début de saison dernière. Le problème, c'est que s'il commence à être dans le dur dès le début de la saison, ça va être compliqué. Hein. Parce que, enfin, franchement, après, je sais, je vais me faire taper sur les doigts, mais il a des bonnes stats la saison dernière. Mais c'est clairement lié à ses 3 premiers mois, il a surchauffé à mort, où il a enchaîné buts et passes décisives. Derrière, il fait un trou de 4 à 5 mois, c'est énorme sur une saison. C'est énorme. Je veux dire, novembre, décembre, janvier, février, mars, allez, 5 mois, où il met un but un peu craquette, quoi. Ah non, enfin, sérieusement, s'il démarre comme ça va être compliqué. Maintenant, il y a du matériel, mais voilà, c'est insuffisant pour moi, mais c'est pas son poste, alors faut être assez indulgent. Voilà. Par contre, je suis beaucoup moins indulgent avec Pereira da Costa. Très mauvais match, hein. Très mauvais match, une entrée sans envie.
il faisait la gueule, ça se voyait à 14 km qu'il boudait, mais va te faire foutre, quoi. Enfin, franchement, tu boudes pourquoi? T'as vu les prestats? À un moment donné, arrête, quoi. Arrête de bouder et bouge ton cul, quoi. Bouge ton cul. Moi, franchement, je n'aime pas faire ça parce que j'ai déjà cartonné certains qui ont ce genre de propos. Mais il faudrait peut-être voir pour qu'ils changent de projet et d'air un petit peu, quoi. Voilà, je le dis de manière respectueuse. Je pense qu'il faudrait réussir à le vendre pour pouvoir récupérer des sous, aller chercher Habib Diarra. Il est clairement plus dans le projet. Moi, je trouve que c'est très faible. Alors, il a tiré un corner bien, mais enfin, le reste, c'est que des décisions à la mort moelle-neu. Il fait des décisions. Il prend des décisions qui sont pas du tout dans le courant du match. Il fait des dribbles alors qu'il doit donner le ballon, c'est n'importe quoi. Il frappe jamais. Enfin, c'est nul à chier, voilà, clairement, et j'en ai un peu marre, j'ai plus de patience avec lui, je comprends pas comment Francaise en a encore, mais quand t'as un Chichouba qui est parti en National 3 et qui a fait la prépa qu'il a fait, franchement, je préfère voir Chichouba que Pereira da Costa, hein, je le dis clairement. J'ai mis 3 Guy Lavogui, bah ouvrons le dossier, hein. Clairement c'est trop faible à l'instant T pour être titulaire en Ligue 1, voire même jouer en Ligue 1. C'est pas moi qui le dis, parce que Francaise, vu ce qu'il a dit dans l'after RMC hier soir, parce que je l'ai écouté en rentrant, bah clairement c'est pas bon signe pour Guy Lavogui. Hein. Il a hâte que Saïd revienne pour qu'il joue 15-20 minutes. Ça veut dire que Guy Lavogui va pas jouer, parce que Saïd c'est un avant-centre. D'ailleurs il parlait de ça derrière Wai, donc c'est plutôt mauvais signe, surtout qu'il a dit qu'il faut que Guy Lavogui allait s'aguerrir, j'espère. Voilà. C'est un peu... Voilà, le message est clair. Et peut-être que le mercato est pas fini d'ailleurs. Franchement, c'est très très faible. Voilà. Maintenant, ça fait que 2 journées, mais la prépa a pas été terrible non plus. Il a pas marqué en prépa. Il a montré des choses intéressantes, mais c'était pas non plus mirobolant. Et là, je trouve que ces 2 premiers matchs sont extrêmement faiblards. Il va falloir qu'il s'aguerrisse, oui, mais assez rapidement parce que ça risque d'être compliqué pour lui. Voilà. Après, sa presta, elle est mieux que celle de Pereira da Costa, mais enfin, on va pas se caler sur le lit du niveau footballistique pour juger un joueur. Pereira da Costa, il a à chier. Guy Lavogui, on va pas le comparer à Pereira da Costa. Moi, tout ce que je constate, c'est qu'il prend pas la profondeur. Dans les duels, il a explosé alors qu'il est frais. Il y a un moment donné où il doit anticiper des pertes de balles parce que ça gris-gris. Il regarde 2 joueurs perdre le ballon, puis l'autre il récupère. Il s'est fait engueuler par le public parce qu'il doit bouger son cul. Sur les corners, il se met pas sur les corners. Le mec il est grand, il joue même pas les ballons de la tête. Ah, voilà, il fait une bonne déviation. Sur une occasion, il doit mettre un plat du pied sécurité. Il fait n'importe quoi. Enfin, non, c'est pas possible quoi. Je peux pas mettre plus de 3 sur cette prestation-là. Et ça m'inquiète. C'est pour ça que quand j'ai vu l'info que Lens avait tenté Sanchez, je pense qu'il faudrait un profil comme ça, hein, de joueur très aguerri, qui pourrait avoir un rôle de Rota derrière Wai et Saïd, et avec une expérience européenne qui puisse aider dans le vestiaire. Parce que là, Guy Lavogui, il a ni l'un ni l'autre, et il a sûrement pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Je suis désolé, mais j'attends de voir. Hein, je lui laisse 2-3 mois, mais compliqué. Compliqué. Et puis lui, il est francophone, il connaît le football français. Enfin, donc voilà, il y a pas de... Il y a une adaptabilité à la Ligue 1, mais pas à ce qu'on attend de lui. Donc, je suis pas loin de penser que c'est un flop. Hein. Je suis pas loin de penser que le club a mis 4-5 millions sur lui en se disant que s'il allait peut-être monter d'un grade parce qu'il avait été intéressant au Paris FC. Mais je suis pas loin de penser que c'est un flop. Mais on va attendre, ça fait que 2 matchs. Hein. Je ne vais pas non plus m'avancer, mais je le sens pas. Je le sens moyen. J'ai mis la note de 5 à Cortés. Lui, c'est différent par contre. Cortés, faut quand même comprendre qu'il vient de Colombie, il quitte son pays natal, il quitte le championnat local, il arrive quasi tout seul. Alors la différence avec Berg et Poreba, c'est que le club a un peu évolué dans la prise en charge de ces jeunes prospects exotiques, on va dire, ou de l'étranger. C'est qu'ils ont mis en place un espèce de chaperon d'intendant, voilà, qui leur facilitera l'installation. Il faut lui laisser du temps à Cortés. J'en parlais avec des camarades qui sont du milieu du foot, et ils parlaient de lui en disant mais de toute façon si Lens n'avait pas été le chercher, les Millonarios ne l'auraient jamais gardé, il serait parti en Europe parce que la Coupe du Monde du vin, on a vu son talent, tout le monde l'a vu, qu'il avait des capacités d'accélération, de dribble et de finition très au-dessus de la moyenne,
que les Millonarios, c'est quand même l'un des plus grands clubs de Colombie et qu'il était titulaire absolu dans ce club-là et qu'il a aidé le club à remporter le titre, c'est un futur titulaire de l'équipe de Colombie, clairement. Donc c'est un excellent prospect et qu'il faut lui laisser du temps. Et que Lens avait fait un sacré coup en le prenant pour si peu, quoi. Donc on va être patient. C'est moyen, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de pressing, il a été un peu timide, mais cette timidité, elle est normale, c'est une timidité d'arriver dans un nouveau championnat, avec une nouvelle vie, il faut lui laisser du temps. Je pense que voilà, sous la houlette de Machado, il va s'intégrer et il faut attendre un petit peu, quoi. Il faut pas le juger tout de suite, on verra après 4 ou 5 apparitions, en espérant que ça fasse pas une buxa, mais je pense pas, hein, il va sûrement jouer, il va avoir du temps de jeu, c'est obligé. Mais voilà, j'en attends plus parce que pour moi le potentiel est là, mais il faut être patient. Faut être patient. J'ai mis la note de 5 à Idara, c'est moyen parce que c'est pas un piston. Clairement, c'est un manque le piston parce que c'est pas possible de laisser Machado sans concurrence. On y reviendra, mais j'en parlais avec Yvan, qui est un bon tweetos lensois. Tu peux pas faire la saison avec Frankowski et Machado, c'est pas possible, quoi. Enfin, tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible parce que quand tu vois qu'Aïdara n'est pas piston, il était en difficulté, en plus Doku il était sur son couloir, c'était hyper dangereux. À chaque fois qu'il avait le ballon, on a eu des suées. Non, c'est pas possible. De toute façon, Aïdara a été considéré par Francaise comme un défenseur central, il veut un piston gauche, il en aura un, et on sera déjà un peu plus soulagé de savoir que Machado a quelqu'un derrière lui, et d'ailleurs, et c'est pas une bonne nouvelle pour le Cardinal, Frank Case a fini avec le système je bascule Frankowski à gauche pour faire rentrer un piston droit. Donc à mon avis, il considère largement que le Cardinal n'a pas le niveau pour rentrer dans ce type de match. C'est pas une bonne nouvelle pour lui. Après, Jimmy Cabot va arriver fin septembre, début octobre. Est-ce qu'ils vont pas recruter de piston droit parce qu'ils attendent match Cabot? Je pense que oui, parce qu'après ils n'ont pas non plus un budget limité. Donc tout va être fait sur un piston gauche. Peut-être polyvalent qui serait capable de jouer à droite, mais voilà, pour moi c'est vital, quoi. C'est vital et c'est vital pour beaucoup de supporters lensois qui ont bien compris que c'est compliqué. On va griller Machado au bout de 3 mois. Il faut vraiment qu'il puisse souffler et avoir quelqu'un qui rentre au bout de 70 minutes, 80 minutes pour enchaîner et lui permettre de souffler. Voilà. La dernière note, c'est Spearings. Moi, je suis désolé, je mets 6. Hein. Moi, je trouve que son entrée, elle est correcte. Hein. Alors, tout le monde lui tombe dessus parce que tout le monde... Enfin, il y a plein de Lensois qui n'ont pas compris son recrutement. J'ai toujours pas compris pourquoi. Voilà. J'ai toujours pas compris pourquoi les gens considèrent que Spearings, c'est pas terrible. Déjà, ils l'ont jugé sur les matchs de prépa. C'est un mec qui joue dans un milieu à 3. Faut lui laisser le temps de digérer, de jouer dans un milieu à 2. C'est le meilleur récupérateur d'Europe devant les récupérateurs de Manchester City qui sont des dieux. Arrêtez, les gars. C'est un super joueur. Il vient gratuitement à Lens, alors qu'il est courtisé par le PSV Eindhoven, qui est pas n'importe qui est un grand club néerlandais, où il lui propose une place de titulaire, il vient pas pour jouer 10 minutes. Hein. Moi, je pense que Francaise attend qu'il commence à bien intégrer le système de jeu, pour lui faire du temps de jeu, mais quand je vois les prestations d'Alice Abdoul Samed, moi je suis désolé, mais Spearings, il a largement le niveau pour le remplacer. Je suis pas certain que si les résultats sont pas terribles, on voit pas Spearings titulaire face à Metz à Bollaert. Hein. Moi, j'en suis persuadé. La transversale pour Frankowski, c'est un bonbon, quoi. Il a une qualité de passe, ce mec, c'est exceptionnel. Moi, je pense qu'avec un Eli Wahi, sa qualité de passe, il peut faire très mal, Spearings. Enfin, voilà, ils sont jamais contents, il faut y recruter des trucs de monstres. Et Spearings, c'est un super joueur. Si Toulouse fait la saison qu'ils font, c'est grâce à Spearings. Maintenant, il joue dans un milieu à 3. Voilà. Après, avoir la suite. Est-ce qu'il va pas passer à 3 parce que ça marche plus trop son système de jeu avec Salis qui se merde? Est-ce qu'il va pas vouloir mettre Diouf un peu plus haut et puis Salis et Spearings derrière lui? Pourquoi pas? Dans un 3-5-2 avec soit un attaquant pivot, soit un numéro 10 derrière Eli Wahi, enfin j'en sais rien à voir, mais en tout cas Spearings, il faut lui laisser sa chance, et moi je trouve que son entrée était plutôt intéressante. Il a apporté, contrairement à Salis Abdoul Samed qui n'a pas beaucoup apporté. Voilà pour les notes. Alors j'ai mis la note de Franquet, j'ai mis 6. C'est assez correct, sauf que le coaching, moi je suis désolé, j'aurais sorti Salis Abdoul Samed au mieux de sortir Andy Diouf, mais je pense qu'il le préserve physiquement. Mais je trouve que la 11 de départ était plutôt bon. D'ailleurs, il n'a pas mis Guy Lavogui,
Je pense que c'est un bon choix. Voilà, le coaching est correct, mais on attendra qu'il ait son effectif complet pour le voir bien coaché. J'ai trouvé que les remplacements étaient plutôt judicieux, mais il attend beaucoup. Hein. Et je pense qu'il attend beaucoup parce qu'il n'est pas forcément satisfait de son banc. Et que c'est un message qu'il envoie aussi à ses joueurs en disant si je vous peux pas rentrer tout de suite, je considère que vous ne pouvez pas apporter sur 20 minutes. Et ça, c'est plutôt un message pour leur bouger le cul. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Au niveau de l'analyse du match, en fait, on a regardé dans les yeux Rennes, hein, faut le dire, alors que c'est une excellente équipe. Sincèrement, on marque très vite. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose, hein, parce qu'on marque très précocement sur un superbe but de Machado. On avait mis quand même assez le pressing sur Rennes qui concède 2 corners à la suite, puis il y a but sur le deuxième. Et après, Rennes est au-dessus dans la maîtrise du ballon. Ils maîtrisent le ballon. La différence avec Brest, c'est qu'une fois qu'ils ont maîtrisé le ballon, Brest, on s'est fait bouffer. Là, la maîtrise du ballon de Rennes était quand même vraiment marquée, mais on a tellement bien coulissé et défendu que cette maîtrise était quand même assez stérile. On a été très peu mis en danger, et nous, on les a mis en danger. La différence, c'est qu'on n'avait pas Wai. Je pense qu'avec Wai, on mène 2-0. Voilà. Clairement, parce qu'à la finition, il n'y a personne. Donc c'était un peu compliqué. Et surtout que Sotoka a fait un match avec ses caractéristiques qui ne sont pas celles d'un neuf. Donc c'est un peu compliqué. Tu mets Wai à la place, je pense que Rennes aurait beaucoup souffert parce que défensivement, c'est assez friable. Mais voilà, après ça va continuer à recruter. Parce que s'ils vendent beaucoup, ils vont recruter des défenseurs centraux, c'est obligé. Surtout qu'apparemment, Wu est courtisé par J-Solfi. Donc il y aura des recrutements en défense centrale, c'est obligatoire. Mais voilà, c'était intéressant quand même, parce qu'on a vu par rapport à une équipe qui maîtrisait bien son sujet et qui s'appelle Rennes, on a été très costaud défensivement. Maintenant, voilà, il manque un attaquant, voilà, clairement. Et en deuxième mi-temps, ça s'est encore plus vu, parce qu'en deuxième mi-temps, on revient. Moi, je trouve qu'on n'est pas trop. On est rentré du vestiaire, on est sorti du vestiaire, que comparé à Brest, on n'était pas sorti du vestiaire. Maintenant, la faute, c'est Salis Abdul Samed qui se vautre en faisant n'importe quoi. Je l'ai dit en analyse de notes. Il doit arrêter de faire ses gris-gris à la con et faire du couré, c'est-à-dire donner les ballons, plutôt que de faire de la merde et de jouer à la baballe. Il s'est fait bouffer par Kalimwendo. Derrière, il combine avec Bourigeaud, qui a fait un plutôt bon match. D'ailleurs, j'y reviendrai après, mais les critiques, c'est n'importe quoi. Il fait un 1-2 et derrière, c'est Abdul Samed, il fait nimp, il va faire faute. Enfin bref, c'est stupide. C'est vraiment des fautes stupides. Il y a péno, clairement, et c'est mérité. Et puis derrière, on leur met la foudre pendant 25-30 minutes où ils ont rien vu. C'était attaque sur attaque. Sauf que t'as pas d'attaquant. Donc tu marques pas. Même si Andy Diouf va montrer de belles choses, tu dois marquer. C'est un match avec Wai, tu le gagnes. Wai Openda, tu le gagnes. Avec un attaquant qui tient la route, tu gagnes ce match. Voilà, faut le dire. Mais ça, c'est important de le dire. Parce que ça doit rassurer tout le monde. Voilà, ça doit rassurer tout le monde. La deuxième mi-temps, Rennes a été pulvérisée. Moi, je le dis. J'étais au stade, les Rennais, ils ont pris cher. Ils ont pris vague sur vague sur vague sur vague. Et à la fin du match, il fait rentrer Edoué et Matic et Doku. Nous, on fait rentrer des Pereira d'Acosta qui la voguit. Tu vois la diff, hein, putain, le banc qu'ils ont, c'est monstrueux. Enfin, voilà, mais Matic, il fait une entrée. Oh, impressionnant. Oh là 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 là, la maîtrise. Il a dansé au milieu de terrain. Les passes, elles sont toutes réussies. Il a raté aucune passe, Matic. Il a été incroyable. Et puis Jérémy Doku, c'est une bombe, c'est une fusée. À chaque fois qu'il avait le ballon, c'était la suée. Mais moi, j'étais en exercice avec les voisins. Matic, tout le monde a ouvert la bouche. Hein. Incroyable. 35 ans, c'est du très 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 haut niveau. Oh la recrue, toi. Puis c'est pas fini leur mercato. Hein. Incroyable. Et on a résisté quand même avec un Brice Samba international. Mais Matic, magnifique. Bravo. Ah, franchement, moi j'étais ébahi. Ah, il nous a tout fait. Il est rentré 15-20 minutes, impressionnant. Ah, vraiment, c'était extraordinaire. J'ai vraiment kiffé, moi. Et voilà, on a regardé Rennes dans les yeux, et plus que dans les yeux. Voilà, moi je pense que c'est un match qu'on aurait dû gagner avec le 9, mais c'est comme ça. Et ce que j'ai pas aimé dans les commentaires, c'est Bourigeaud. Alors tout le monde lui dit de marquer le penalty, mais attends, c'est un joueur professionnel, Bourigeau. C'est lui qui tire les penalties. Il va quand même pas dire ah non, moi les gars, je suis à Lens, pour un 9 foot, moi je tire pas le péno.
il vient voir le COP, il sait exactement qu'il est aimé à Lens, il aime Lens, c'est son club. Mais après, c'est un joueur de foot pro, un professionnel, qui a une carrière de 7 ans à Rennes, où il est un taulier de l'équipe. Il marque son penalty, c'est normal. Il l'a pas célébré. Après, on n'est pas des carpettes, on va pas demander aux joueurs d'arrêter de jouer parce qu'ils ont été à Lens. C'est n'importe quoi, ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Donc, moi, je trouve que c'est un super joueur. Peut-être qu'un jour, il reviendra chez nous, il est encore jeune. Mais non, c'est une polémique inutile. Polémique inutile. Franchement. Et pareil, j'ai vu pas mal de commentaires sur Twitter où quand les supporters rennais parlaient de choc ou de concurrent direct, il y avait tout de suite des gens qui disaient arrêtez, machin, vous en faites des pataquès alors qu'on n'est pas votre concurrent. Mais bien sûr que si. T'es dauphin de la Ligue 1. Tu vas jouer la Ligue des Champions. Ta direction, et Franquès vient de le dire, et ils l'ont dit pour le recrutement de Wally, tu recrutes Wally. Derrière, dans la description sur le site, ils disent bien la recrue est la recrue est dans la suite de notre objectif d'être le premier outsider. Bah, outsider, pourquoi? Pour l'Europe, mes amis. Donc, Rennes, c'est un concurrent direct. Donc, voilà. Mais qui est au-dessus de nous. Moi, je le dis sincèrement. Ils ont un effectif monstrueux. Pour moi, Rennes va faire partie des équipes phares des années 2020, clairement. Ça va devenir une grosse équipe de Ligue 1. Ils ont un groupe magnifique. Ils vont vendre Doku pour plus de 60 millions d'euros, c'est sûr et certain. Ça va être 60-70 millions. Peut-être même voire plus. City vont craquer leur slip sur lui parce que c'est vraiment un joueur extraordinaire dans sa puissance de rupture. Enfin voilà, Rennes pour moi c'est le futur grand club de Ligue 1 derrière le PSG. Et je pense que s'il y a un après-Qatari, Rennes sera le grand club de Ligue 1 tout court. Voilà, moi je le dis sincèrement. Donc ça sera logique, c'est un club qui bosse bien depuis des années. Alors ils ont un milliardaire derrière eux, ça aide, mais ça bosse bien, parce qu'ils ont un milliardaire, ils ont un pays derrière eux, PSG, et ça... c'est seulement la seule saison où ça commence à bien recruter, ça fait 4 ans, 5 ans que c'est de la merde. Donc voilà, avoir un milliardaire derrière soi, ça fait pas forcément tout. Et Rennes, ça bosse bien et on les a regardés dans les yeux, donc c'est rassurant. Alors la conclusion, c'est qu'on fait un match nul, qu'on n'a qu'un point sur 2 matchs, que comptablement, c'est pas terrible, mais dans le jeu, c'est clairement très rassurant. Voilà, on aurait pu perdre ce match aussi sans un Brice Samba décisif, on aurait pu le gagner avec un attaquant. Je trouve que le nul est logique face à une très belle équipe rennaise qui a fait bonne impression, je trouve, globalement, qui a bien géré son match, mais qui a aussi fortement subi, mais qui a géré en équipe de patron, et nous aussi, on a géré comme une grande équipe. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau match, avec 2 très belles équipes de Ligue 1. Voilà, des fois, on gagne pas, hein, mais c'est vrai que la défaite à Brest nique un peu le mois d'août, parce que derrière, tu vas, donc ça, c'est la projection, tu vas à Paris et à Monaco. Alors après, on est Lens, on est capable de faire des résultats, mais ça va être chaud. Moi, je pense qu'on va sortir du mois d'août avec un gros déficit de points, mais des réponses à nos questions. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose à Monaco plus qu'à Paris, parce qu'à Paris, Dembélé, Gonzalo Ramos et Mbappé, on va prendre cher, mais on est capable aussi de ne pas perdre. Mais après, à un moment donné, il va falloir enquiller des points, mais on le fera qu'à partir de septembre. Le prochain match à domicile, c'est un peu un signe du destin. Moi, je pense que la saison va véritablement démarrer à Bollaert contre Metz. C'est mon avis. Mais entre deux, on aura quand même construit des choses. Faut pas que l'équipe perde le moral parce qu'il y a un déficit de points. Parce que moi, je suis pas du tout inquiet. Moi, je pense que c'est une équipe qui va s'en sortir. Mais sincèrement, faut pas s'attendre à ce qu'on soit à la lutte pour l'Europe avant le mois d'octobre, quoi. Enfin, faut le dire. Faut oublier l'Europe, la lutte pour l'Europe. Faut déjà construire un jeu et mettre les choses en place. Redevenir vainqueur à Bollaert, enchaîner les victoires à Bollaert et les bons résultats à l'extérieur. On reparlera d'ambition plus tard. Le calendrier est merdique. C'est comme ça. On aurait préféré gagner à Brest, mais on s'est viandé. Maintenant, il faut repartir de l'avant. Et on a 2 gros matchs. Mais après, voilà, il restera plus que Marseille, Lille, Strasbourg, Nice, et puis je sais pas qui c'est qu'il y a encore dans le lot. Enfin, il y a 4 ou 5 grosses équipes qu'on aura encore à jouer tout au long de cette première partie de saison.
Ah, ça va quoi, ça va être espacé, on va jouer des équipes qui seront beaucoup plus à notre portée, je pense à Reims aussi, enfin voilà, Metz, tout ça, c'est carrément à notre portée, donc on va se lancer, et ces équipes-là sont devant nous, mais ils ont pas joué ces gros-là, donc faudra attendre qu'ils les jouent, et puis on verra à ce moment-là, hein. Clairement, je pense qu'on va faire au mieux pour essayer de limiter la casse sur ce mois d'août, mais clairement je suis pas inquiet, voilà, je le dis, je suis pas inquiet du tout, moi j'ai confiance en ce groupe-là qui va faire de bonnes choses. Le mercato, ben moi je pense qu'il est pas fini. Je pense que Habib Diarra a fait un non-match face à Strasbourg, enfin face à Monaco à Strasbourg. Il a plus envie de jouer à Strasbourg, clairement. Ça a été même dit dans l'équipe, quoi. Il est courtisé par Lens et il a plus envie d'être à Strasbourg. Il veut partir, donc il fait des matchs de merde. Ça serait bien qu'il aille chez nous. Il faudra un piston gauche. Bon, j'ai parlé un peu de scouting, on verra bien ce qu'il en ressort, si ça fait partie des joueurs suivis qui vont. Un d'entre eux va arriver ou s'il y a d'autres pistes que je ne connais pas, on verra bien. Enfin, d'autres pistes, d'autres joueurs suivis. Parce que c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, il y a des motifs d'espoir. Le mercato est pas fini. Il y aura un mercato d'opportunité. Il reste 10 jours. Enfin, ouais, une dizaine de jours. Ouais, 10 jours. Il reste 10 jours. En 10 jours, il se passe plein de choses. Je pense que le club va continuer à chercher, à construire. Je pense qu'il y a des leçons à tirer de la prépa et des deux premiers matchs. Je pense qu'il faut un milieu de terrain pour venir concurrencer Sotoka et Thomasson. Je pense qu'il faut peut-être un offensif de très grande expérience et puis un piston gauche. Si on fait ces trois-là, ça sera bien. En sachant que Poreba va sûrement quitter le club. Peut-être le Cardinal. Mais en tout cas, voilà, il y aura, je pense, pas de gros départ, à moins qu'on nous claque 90 millions dans les dents. Et je pense que le club les prendra, même si c'est un peu dur au niveau effectif. Tu peux pas refuser 100 millions d'euros quoi, pour un joueur, mais bon. Je pense pas que ça arrivera, mais voilà, mais en tout cas, voilà. Beaucoup d'espoir. Moi, je suis super content d'être retourné à Bollard. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Wai, ça fait bander, clairement, dans cet effectif-là, avec des ballons donnés, etc. Je pense que ça peut faire très mal. Donc voilà, on va attendre de voir un peu ce que ça va donner, mais c'est plutôt du positif, voilà. Il y a des cadres qui doivent remontrer des choses, et ça, c'est important. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera bien sûr le week-end prochain. On parlera aussi du tirage au sort de la Ligue des Champions qui va bientôt avoir lieu. On parlera un petit peu de tout ça. On fera peut-être une vidéo spéciale tirage au sort de la Ligue des Champions. On verra bien. Et puis après, les vidéos vont s'enchaîner hein, avec les matchs tous les 3 jours. Mais voilà. En tout cas, je suis hyper content des vues. Vous êtes très nombreux à me regarder. Merci de me passer un petit coucou au stade. C'est bien, ça fait plaisir. C'est voilà, un petit coucou à ceux qui m'ont vu hier. C'est avec plaisir que je leur réponds et je discute avec eux. Voilà, on essaye d'échanger toujours dans la bonne humeur et la sympathie. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne semaine ensoleillée. Profitez de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Travaillez avec sérieux pour ceux qui ont repris le boulot. Comme moi. Et puis voilà. Plein de bonheur à tout le monde. Et ciao ciao. Salut.